Bonjour. S'il vous plaît, nous allons commencer. Nous sommes à peu près à l'heure. Et nous allons commencer par l'intervention de Madame la maire de Nantes, Johanna Roland, qui va donc ouvrir notre colloque et ses réflexions. Madame, vous avez la parole. Merci. Cher Jean Viard qui allait animer ces 2 journées, un grand merci à vous de nous faire le plaisir et l'honneur d'être avec nous cet après-midi. Je propose que vous puissiez l'applaudir parce qu'on a un hôte de marque et on en est ravis. Monsieur le Premier vice-président de la métropole, cher Fabrice Roussel, Monsieur le maire de Mauves-sur-Loire en charge du tourisme de proximité, cher Emmanuel Terrien, Monsieur le directeur du VAN, mon très cher Jean, Mesdames et Messieurs les intervenants et les congressistes, permettez-moi un salut amical à toutes les Nantaises et tous les Nantais qui sont ici, mais à toutes celles et ceux qui viennent aussi des 4 coins du pays et qui nous font l'amitié d'être présents à ce colloque. Et j'en profite pour vous souhaiter de prendre un peu de temps pour découvrir notre belle ville et notre belle métropole. Un petit salut particulier aux étudiants en tourisme. Je sais que pour certains, le tout début de votre formation, le premier jour, commence par le colloque, donc bienvenue à vous. Mesdames, Messieurs, chers amis, je voudrais d'abord remercier toute l'équipe du VAN qui a rendu possible cet événement et autant vous dire que quelques semaines en arrière, quelques mois en arrière, c'était quand même un de ces défis dont seul le VAN a le secret, de pouvoir nous permettre de vivre un moment de débat, un moment de partage, un moment de réflexion dans le contexte que nous traversons. Dans ces périodes difficiles, finalement, on se rend compte que ce moment correspond à un temps relativement court si on regarde les choses avec une perspective historique un peu plus profonde. Si on prend cet après-midi le temps de regarder un petit peu dans le rétroviseur, on peut penser alors à ces photos noir et blanc des trains bondés, l'année des premiers congés payés en France. Des images comme les prémices de ce qui deviendra ce qu'on qualifie aujourd'hui de tourisme de masse, vu aujourd'hui à juste titre comme posant des questions, comme à la source de bien des mots. Mais rappelons-nous qu'en 1936, c'était aussi l'espoir des vacances pour tous. Un espoir qui d'ailleurs n'est toujours pas devenu une réalité pour chacune et chacun dans notre pays. Cette histoire longue du tourisme, c'est aussi celle qui s'est écrite avec nos paysages. Souvenons-nous par exemple de la manière dont Alain Corbin nous expliquait dans son ouvrage « Le territoire du vide » comment la plage et le rivage intéressaient si peu les Français, en fait, avant la fin du XVIIIe, et que ce désir de rivage conduit aujourd'hui des milliers de vacanciers au bord de la mer. Je partage cela avec vous en introduction tout simplement pour dire que le tourisme n'en est pas, en réalité, à ses premières interrogations, à ses premières mutations. Bien avant cette pandémie mondiale, d'ailleurs, il avait commencé à observer de nouveaux usages. Ici, le développement du green tourisme et du tourisme dans des écosystèmes en danger, l'aspiration à un tourisme de proximité, au microtourisme, avec des durées de séjour parfois plus réduites, parfois l'envie aussi de moins dépenser. Là encore, après les accords de Paris sur le climat, ce mouvement Flyscam, né en Suède autour de cette idée de la honte de prendre l'avion à cause de la pollution générée, bref, une dynamique nouvelle était déjà engagée, portant en elle les germes de ce tourisme du futur, objet du colloque d'aujourd'hui. Alors oui, ces signaux, ils étaient visibles, plus ou moins, avec plus ou moins de force ou d'acuité, mais d'ores et déjà, nous sentions que quelque chose était encore bougé. On pourrait presque dire que peut-être finalement cette crise, elle n'a fait que révéler les paradoxes du moment dans lequel nous étions. Les paradoxes aussi de notre modèle de production, de création, de déplacement et de consommation. Et si de nombreux secteurs ont été touchés, c'est vrai, le tourisme l'a été plus particulièrement. Et je voudrais vraiment avoir un mot pour tous les acteurs du tourisme qui sont ici dans la salle. Vous dire qu'à Nantes, on sait comment les mois qui viennent de s'écouler ont été éprouvants, ont été perturbants, mais ont démontré aussi votre capacité, j'allais dire, de résistance et de résilience pour continuer à inventer l'avenir. Je rappelle que l'Organisation mondiale du tourisme a clairement annoncé en janvier 2021, je cite, que l'année 2020 a été la pire année de l'histoire du tourisme. Après le temps de la sidération, celui des doutes, viendrait cette idée d'une conscience collective que le tourisme de demain ne serait pas celui d'aujourd'hui. Et je crois que dans cette salle, avec beaucoup d'autres, nous en sommes les uns et les autres assez convaincus.
au-delà de nos fonctions, au-delà de nos convictions, se dire qu'il y a une nécessité à continuer à s'interroger, à prendre le temps aujourd'hui, avec ce colloque fait à la fois d'humilité, mais aussi de rigueur intellectuelle, en croisant les approches, en jouant à fond la carte de l'interdisciplinarité. Et je voudrais évidemment remercier très chaleureusement tous les intervenants qui ont répondu présents à notre invitation, pour finalement évoquer ensemble ce qu'on pourrait quasiment qualifier de la transition touristique dans un monde qui bouge. Mesdames et messieurs, évidemment, je me réjouis que ce colloque ait lieu à Nantes, dans la 6e métropole du pays. D'abord parce que cela confirme, s'il le fallait, le rôle majeur que les villes et les métropoles jouent pour inventer des réponses nouvelles, pour inventer des solutions dans ce monde en mutation, pour inventer un nouveau modèle à l'heure de l'urgence climatique. Je voudrais saluer Xavier Mercé, adjoint au tourisme et aux industries créatives de la ville de Barcelone, qui partagera avec nous, avec vous, sa vision. Je suis pour ma part convaincue que le rôle des territoires sur ce sujet, sur d'autres, dans un pays qui pour la France reste à mon goût un peu trop jacobin, un peu trop centralisateur, est un enjeu pour demain. Je le constate tous les jours dans les échanges que j'ai avec mes collègues au sein de France Urbaine, c'est cette association qui regroupe l'ensemble des grandes villes, des grandes intercommunalités et des grandes métropoles du pays. Les exemples sont nombreux. On peut citer Paris quand elle accueille le Forum international Paris Zéro Carbone, auquel nous avons eu la chance de participer et qui continue de porter la voix de la France pour la COP 26. Je pense à Marseille qui accueille au moment même où l'on se parle le Congrès mondial de la nature. Et j'en profite pour vous dire que nous accueillerons à Nantes dès jeudi les Journées nationales de France urbaine, où sera évoquée, là aussi, cette question du tourisme sous la double houlette de Cécile L, qui est la maire d'Avignon, et de Jean-Luc Boll, qui est le vice-président de Metz Métropole. Tout cela pour vous dire que je crois que si les territoires peuvent jouer un rôle particulier dans cette capacité à inventer des solutions demain, c'est parce que nos collectivités, elles ne travaillent pas toutes seules, dans un entre-soi un peu renformé. J'allais dire, si je le formulais de manière un peu provocatrice, en se regardant le nombril, mais la capacité des territoires, c'est de faire écosystème, de travailler avec vous, de travailler avec les acteurs du tourisme dans leur diversité pour élaborer des stratégies, mettre ensuite en musique une vision. Alors, permettez-moi d'avoir la faiblesse de penser que ce n'est pas totalement un hasard si ce colloque se tient ici, à Nantes, mon cher Jean, car notre ville, notre métropole, cher Fabrice, grâce à son imaginaire, sa culture, son histoire, sa poésie, cultive des liens très particuliers avec le tourisme. Ce que Nantes a engagé, c'est, je crois, de nouer une vraie relation, une authentique relation avec celles et ceux qui viennent découvrir notre territoire, mais toujours à la fois une relation très ténue avec les Nantaises et les Nantais qui ont plaisir chaque année à redécouvrir leur territoire. Ce que j'aurais envie de qualifier de sentiment d'appartenance, peut-être notre communauté de l'éléphant, à partir d'un des emblèmes de la ville. Jean a coutume de dire qu'ici, tout a été inventé, tout a été imaginé. C'est la force de cette idée de l'imaginaire collectif. Mesdames et messieurs, oui, le tourisme ici fait la ville. Et Nantes croit en ses acteurs touristiques. Elle en compte de nombreux. Nous comptons sur vous. Je compte sur vous. J'en reconnais d'ailleurs un certain nombre ici cet après-midi à la Cité des Congrès. Je voudrais vous remercier de l'engagement qui a été le vôtre dans la période récente et vous dire qu'ici à Nantes, avec Fabrice Roussel, avec tous les maires, nous appréhendons les années qui viennent en matière touristique avec une forme d'optimisme combatif. Un optimisme parce que nous connaissons nos forces, nos ressources, et puis cette notion de combativité parce que nous pensons que nous avons les énergies pour relever justement les défis de transition qui sont les nôtres. Permettez-moi peut-être d'évoquer rapidement cette politique touristique qui est donc la nôtre et de remercier Fabrice Roussel, Monsieur le Président du Voyage à Nantes, de s'y impliquer avec autant d'énergie, de détermination que de respect du rôle de chacun. Je le dis parce que je crois que c'est aussi une des clés de la réussite du VAN. Chacun est dans son rôle, sans confusion, avec un projet en partage. Une politique qui a su s'appuyer sur les forces de Nantes. Parmi ces forces, il y avait évidemment un levier implacable, la culture. Une culture avec un haut niveau d'exigence, une culture pour tous. La culture à Nantes, c'est d'abord une ambition, celle qu'aucun habitant ne soit coupé de l'art, où qu'il vive. Une culture qui ne s'enferme pas entre les murs, une culture qui déborde sur l'espace public, qui l'envahit même parfois.
Vous avez peut-être vu certaines œuvres touristiques, je pense notamment cet été à l'œuvre Naufrage d'Hugo Schiavi sur la place Royale. Avec Fabrice et Jean, on se dit toujours, notre meilleur thermomètre, c'est l'adoption par les Nantaises et les Nantais. Avant même l'arrivée des visiteurs, on sent, on pressent quelle va être la couleur du voyage à Nantes en observant les réactions des Nantais dans la diversité de leur situation et de leur génération. Alors oui, à Nantes, la culture, elle se glisse partout, avec à la fois cette grande histoire, avec un grand âge, celle qui s'est construite au fur et à mesure des générations. Je pense à Royal de Luxe, qui après avoir fait grandir nos enfants et nos petits-enfants, a maintenant pris ses quartiers dans un beau quartier populaire qui s'appelle Bellevue. Je pense donc à cette culture qui tisse des liens, qui met en réseau, à l'image des 22 km de la ligne verte du Van. Évidemment, nous ne parlons pas à Nantes de politique touristique sans parler de retombées économiques et d'emploi. D'ailleurs, le tourisme figure ici en bonne place dans le plan sur la reprise durable que nous avons imaginé collectivement pour notre métropole. Je pense au tourisme d'affaires, bien sûr, nous avons ici des équipements importants. Je pense au lieu où nous sommes, la Cité des Congrès, mais aussi au parc des expositions. Et je voudrais saluer les directeurs respectifs de ces deux équipements, Denis Caille, qui nous accueille cet après-midi, et Frédéric Jouette pour le Parc Expo, qui travaillent aujourd'hui, je le confirme cet après-midi, de manière active au rapprochement de ces lieux pour demain. Je voudrais saluer évidemment celles et ceux qui incarnent les forces vives de notre économie locale et qui sont à la manœuvre, j'allais dire, pour que les nombreux touristes qui viennent découvrir notre ville bénéficient aujourd'hui d'un accueil de qualité. Nantes, c'est l'hospitalité. Nantes, c'est la convivialité. Alors bravo aux professionnels des cafés, des hôtels, des restaurants, de nos centres-villes, de nos communes et dans nos quartiers qui, eux aussi, ont traversé des mois difficiles. À ce titre, je crois qu'on peut dire que les résultats encore préliminaires de la saison touristique de cet été sont particulièrement encourageants. Si notre politique touristique a résisté, si Nantes s'est peu à peu imposée, je crois, comme une destination qu'on peut qualifier d'incontournable, c'est, je crois, parce que nous ne nous sommes jamais contentés de gérer nos acquis, rester en mouvement, toujours. Ce territoire a des forces incroyables, mais nous ne sommes pas là pour mettre le pied sur le frein. Nous ne sommes pas là pour arrêter d'inventer, arrêter d'imaginer, arrêter d'innover. Par essence, la politique touristique ici est en mouvement. Alors c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité que ce moment puisse avoir lieu dans ce rapport particulier à la culture, à l'imaginaire, à l'esprit de Jules Verne, dont l'audace créatrice fait rêver. Je pense évidemment aux projets d'aujourd'hui, mais je le souhaite à ceux de demain, notamment l'Arbre Héron, porté par François de la Rosière et Pierre-Henri Fils, qui ont su aller à la rencontre des Nantaises et des Nantais. Enfin, il me semble que la dynamique qui est la nôtre dessine aujourd'hui les contours d'un nouveau tourisme, d'un tourisme participatif, d'un tourisme de proximité, pour lesquels des actions sont d'ores et déjà engagées. Parmi les locaux, j'invite tous celles et ceux qui ne l'ont pas encore fait à aller boire un verre à la station de nuage à Saint-Sébastien, et bien mieux qu'avec un discours à la tribune, vous pourrez percevoir et le charme et le sens d'une politique de tourisme qui s'inscrit aujourd'hui dans la diversité de nos territoires. La Loire à vélo qui passe à Nantes, c'est déjà plus d'1 million de touristes. Tous ces éléments font partie de notre engagement. Si je devais en citer un dernier, pour vous dire qu'une ville, elle ne se découpe pas en morceaux. Il n'y a pas d'un côté ce qu'on fait en matière de tourisme, de l'autre ce qu'on fait en matière d'économie, encore ailleurs ce qu'on fait en matière de transport en commun. Quand nous prenons la décision, parmi les premières métropoles de ce pays, de rendre gratuits les transports en commun de la métropole depuis le mois d'avril dernier, c'est par exemple une décision qui vient servir la stratégie transversale qui est la nôtre. Alors oui, nous avons aussi cette volonté aujourd'hui de faire de Nantes la première destination des événements éco-responsables, qui viendra, je le souhaite, conforter la reconnaissance officielle en avril dernier de Nantes Métropole, comme étant un des territoires pilotes pour le déploiement du label Destination innovante durable. Sur tous ces sujets, notre conviction, c'est qu'il faut aller plus loin, qu'il faut prendre des virages, qu'il faut les assumer et que derrière ce nouveau paradigme se dessinera le tourisme du futur. Pour conclure, je voudrais partager avec vous une conviction. Je pense que le futur ne s'écrit pas en faisant table rase du passé. Ce qui est en jeu aujourd'hui, c'est notre capacité collective à relever ces nouveaux défis auxquels nous sommes confrontés, et particulièrement ces nouvelles crises sanitaires, climatiques, écologiques, démocratiques aussi parfois.
Cela veut dire pour nous fixer de nouvelles priorités en matière de tourisme, de préservation de l'environnement, des ressources naturelles, de l'eau, de la biodiversité, de la culture, sans sacrifier aucun de ces aspects plus que jamais essentiels, pour reprendre une expression qui a fait couler beaucoup d'encre ces derniers mois. Il ne s'agit plus simplement de s'adapter, mais de changer vraiment, totalement. J'allais dire radicalement de modèle pour amener à une réflexion globale dans un projet global. Est-ce que oui ou non, nous nous mettons en situation d'être à la hauteur des enjeux historiques qui sont devant nous sur ces sujets? Mais dans le même temps, je veux partager avec vous un vrai point de vigilance. Comment on ne remplace pas demain une forme de tourisme de masse par une forme de tourisme de classe? Je crois que c'est un vrai défi. La conjugaison des enjeux sociaux et des enjeux écologiques. La mixité sociale, ici nous croyons qu'elle est essentielle à notre cohésion, au bien vivre ensemble. Et le tourisme du futur doit pour moi permettre à chacune et à chacun de pouvoir se dépayser. Le tourisme du futur, c'est le contraire du tourisme de l'élite ou du tourisme de l'entre-soi. C'est la raison pour laquelle nous souhaitons ici que la question sociale soit au cœur de nos réflexions au moment d'inventer ce nouveau modèle de tourisme. Elle doit l'être parce que notre responsabilité, notre ambition, c'est de conjuguer la question écologique et la question sociale. Alors nous devons le faire en répondant aux questions, elles sont nombreuses, je pense au sujet d'infrastructures, au moment où la gare de Nantes a été complètement adoptée par les habitants, mais au moment où notre projet de réaménagement d'aéroport est lui encore en cours de définition. Des réflexions majeures entourent ces sujets d'infrastructures. J'en profite pour saluer Madame Augier, directrice du TGV Atlantique, qui ne manquera pas, je n'en doute pas, de partager avec nous les réflexions à venir sur les enjeux ferroviaires. Quelques mots peut-être pour terminer et vous dire qu'avec le confinement, avec le télétravail, et notamment toute la question du télétravail de longue durée, des habitudes ont été bouleversées. Je ne connais pas un élu, mais pas non plus un chef d'entreprise qui ne s'interroge pas en se disant « est-ce que demain je vais me déplacer autant qu'ailleurs ou est-ce qu'on va remplacer les déplacements par les visios ?» Tout le monde s'est posé cette question, ou presque. Ce rapport au temps, il jouera, j'en suis sûre, un rôle assez majeur dans l'invention du tourisme du futur. Et je repense ici au sociologue Pierre Sansot, écrivant dans « Du bon usage de la lenteur », il conviendrait de ne pas brusquer la durée et de ne pas nous laisser bousculer par elle. Une tâche salubre, urgente, dans une société où l'on nous presse et où souvent nous nous soumettons de bon cœur à un tel harcèlement. Eh bien, je forme les vœux, mesdames et messieurs, qu'ici, loin des effets de mode, loin du prêt-à-penser, loin d'une forme de pensée unique, vous vous offriez, nous nous offrions le choix, la chance, le grand plaisir de prendre le temps de s'arrêter, de prendre le temps de se poser, de prendre le temps de partager autour des enjeux qui nous rassemblent, car les questions pour demain sont absolument majeures. Merci à tous. Merci Madame. Jean, tu dis quelques mots? Quelques mots, mais rapides. C'est bon, ça marche, vous m'entendez? Oui, ça y est. Rapide parce que vraiment, et ça n'est pas de te flatter que de dire que vraiment tu as tout dit sur l'origine de, de cette rencontre. Qu'est-ce qui s'est passé en fait depuis 2010, date de la création du voyage à Nantes? J'ai l'habitude de dire qu'on a galopé sans cesse, sans s'arrêter, et peut-être parfois sans penser à la décennie suivante. Bon. Mais en même temps c'était fort, une grande dynamique, des résultats évidents, visibles, bon. Et puis une équipe incroyable. Le voyage à Nantes, c'était aussi le pari de se dire on va réunir des gens du tourisme avec les gens des machines, avec les gens du château, avec les gens d'estuaire, du lieu unique, donc des cultures vraiment assez différentes. Et puis on va essayer, sur la base d'une offre culturelle forte et toujours exigeante, et tu l'as dit, de faire progresser ce tourisme culturel. Et ça a eu lieu. En 10 ans, on a multiplié par 2 le tourisme d'agrément. Et je veux remercier véritablement mon équipe et tous ceux qui ont participé à cette aventure, évidemment. Et là, au moment de la pandémie, tout d'un coup, tout s'est arrêté.
le bateau, le cargo du Goschiavi que vous avez vu sur la place Royale, normalement, c'était l'année dernière qu'il devait être là. Mais les entreprises ayant dû arrêter de travailler, hein, tout simplement, eh bien, on n'a pas pu le réaliser à temps. Mais on a quand même continué pour faire en sorte que le voyage à Nantes ait quand même lieu. Hein, à partir du 8 août. Ça a été compliqué, mais il a eu lieu et des visiteurs sont venus voir cette édition. Cette année, nous avons eu le temps, nous avons pu réaliser ce que nous voulions. Hein, et malgré le défaut de touristes étrangers, on a divisé par 2 le nombre de touristes étrangers, on a quand même réussi à s'approcher, j'ai envie de dire, de nos résultats de 2019, qui étaient les meilleurs résultats depuis notre existence. Donc ça fonctionne. Hein. Mais en même temps, on commençait à réfléchir à l'essentiel. On se disait, est-ce qu'on va continuer à galoper comme ça et jusqu'où? On s'arrête quand, hein? Voilà. Et donc, on a commencé à se dire à l'intérieur du van qu'il fallait réfléchir, mais réfléchir avec les autres. Hein. Et donc, imaginer ce colloque, hein, et commencer à établir la liste des meilleurs intervenants possibles. Voilà, on a établi cette liste et ils sont tous là aujourd'hui. Et je voudrais véritablement vous remercier parce que certains d'entre vous viennent de très, très, très loin. Voilà. Et puis, je voudrais remercier Jean Viard qui a accepté d'être là pendant les 2 jours, d'assister à toutes les tables rondes, de les introduire, de faire une introduction là dans 2 minutes. Voilà, donc on sent un véritable enthousiasme autour de cette question, qui est une vraie question. On est sans cesse dans le paradoxe, sans cesse. Bon, faire venir des touristes au maximum, des visiteurs au maximum, et puis ensuite se dire, ah oui, mais attention au tourisme de masse. Bon, comment lever tous ces paradoxes, comment trouver notre équilibre, et en même temps toujours continuer à avancer très vite. Voilà. Merci à vous qui êtes dans cette salle, hein, nombreux, hein, pendant ces 2 jours. Et avant de passer la parole à Jean, on va lancer une petite vidéo d'A ta gueule. Elle dure 5 minutes. Quand on a commencé à penser à ce colloque, on a cherché partout et on est tombé sur cette petite vidéo. Vous allez voir, elle est très, très particulière. Le monde vu d'une perche à selfie, ça donne la même tête à tous les coins de paradis. Bonjour. En autocar, en bateau, en train ou en avion, le rouleau compresseur est en marche. En 2018, les touristes ont accompli 1,4 milliard de séjours à l'étranger pour le plaisir, contre 500 millions pour l'année 2000. Une personne sur 10 dans le monde travaille à leur vendre du rêve. Et avec plus de 8300 milliards de dollars générés, soit 10% du PIB mondial, le vacancier, c'est l'aubaine économique des temps modernes. Afrique, Amérique du Sud, Moyen-Orient, Asie, même la Corée du Nord a ses tours opérateurs. Une fièvre occidentale qui ne cesse de croître en Chine. Le tourisme y a fait un bond de 254% entre 2009 et 2015. Dans le même temps, la part de PIB associée au secteur grimpe 1,5 fois plus vite que le reste de l'économie mondiale. Jackpot. Réservée au 19e siècle à la jeunesse aristocratique qui faisait son grand tour, la pratique se démocratise avec l'instauration des congés payés en Europe. Dès les années 1960, le tourisme est vendu par la Banque mondiale comme la solution miracle aux retards économiques et à la grande pauvreté. Créateur d'emplois, il permet de ramener dans les caisses de précieuses devises occidentales pour rééquilibrer les balances commerciales en berne. Seule condition, standardiser son territoire pour le faire entrer dans les pages des catalogues. La mise en tourisme du monde est en marche. Bienvenue à Galaswinda. Au pays des villages vacances, on connaît le sujet. Avec 90 millions de visiteurs annuels, la France est même championne du monde. Cocorico! Une passion nationale qui produit 4% du PIB et qui a transformé sa géographie. Pour faire face à la désertification des zones de montagne dans les années 60, l'État dégaine les bétonnières. Entre 1964 et 1977, le plan Neige va couler dans les vallées alpines 20 stations flambantes neuves et reconvertir 23 villages pour offrir 150 000 lits aux amateurs de sports d'hiver. Sauf qu'une fois que le tourisme a posé ses valises quelque part, pour lui survivre, mieux vaut s'y plier. Pas évident avec 25 jours de neige perdus en moyenne depuis les années 80. Heureusement, il reste les canons. 1 mètre cube d'eau douce avalée pour 2 mètres cubes de neige crachée. Un artifice qui s'étale de plus en plus. De 120 hectares de pistes couvertes il y a 30 ans, on est passé à 4500. 18% du domaine skiable enneigé sur le dos de la nappe phréatique. Et avec la sécheresse,
vient le dilemme. À l'été 2018, la petite station suisse de Bionaz a choisi. Ce sera l'or blanc pour les skieurs et les restrictions d'eau pour l'autochtone. Voici le conflit d'usage. Sous les tropiques, l'emprise touristique impose le sacrifice de pays entiers. Direction les Maldives, avec 41% du PIB et 20% de l'emploi soumis au désir des 1 390 000 touristes annuels, les 430 000 Maldiviens ne font pas le poids. Leurs îles vierges sont privatisées par centaines, une par hôtel de luxe. C'est le modèle One Island, One Resort, avec ses frontières internes pour isoler les locaux de l'influence externe. L'ironie, c'est que le tourisme fait monter le niveau de l'océan en produisant 95% des émissions de carbone du pays. Quand 80% du territoire se trouve à moins d'1 mètre du niveau de la mer, la noyade est à portée de main. Paradoxe des marchands d'exotisme, ils abîment ce dont ils vivent. Au niveau planétaire, le tourisme génère 8% des gaz à effet de serre liés à l'activité humaine. L'empreinte globale de nos vacances explose. 3,9 gigatonnes de CO2 en 2009, 6,5 gigatonnes prévues en 2025. Ce que le touriste photographie d'une main, il l'empoisonne de l'autre, à coups de transport, de shopping et de buffets à volonté. Mais même de ce qu'ils ont détruit, les voyagistes en tirent profit. C'est le tourisme d'extinction. 50 000 € la croisière sur les routes maritimes ouvertes par la fonte de l'Arctique. Vous avez le mal de mer, 400 $ la nuit pour une escale au chevet des derniers Inuits. Et si le safari humain vous donne la nausée, visez les animaux rares. C'est indémodable. 110 000 $ pour tuer un markhor, l'emblème national du Pakistan, un trophée en voie d'extinction dans la limite des stocks disponibles. Une fois quittés ces destinations exotiques, les visiteurs ne laissent sur place qu'un maigre butin. D'après les Nations Unies, seuls 30% des dépenses touristiques en Thaïlande bénéficient aux locaux, 20% dans les Caraïbes et 15% en Afrique subsaharienne. Vacances, j'oublie tout. Fruit de l'essor du temps libre, le tourisme entretient l'illusion d'une économie du loisir sans conséquence. Mais sa machine commerciale digère espace et culture, adaptée, packagée, marketée, épuisée. Que nous reste-t-il de la relation à l'ailleurs dans un monde réduit à une simple marchandise ? Bon, c'est pas très facile d'intervenir après ce petit film, qui, ma foi, n'est pas quand même très paradoxal. Mais quand on a commencé à discuter de ce colloque, ça fait longtemps que j'accompagne Nantes, puisque sur les questions touristiques, il y a 20 ans, quand tu m'as invité la première fois à en parler, ou quelque chose comme ça, avec Jean-Marc Ayrault. Mais au fond, là, moi, je voulais appeler le colloque l'an zéro du tourisme. Ça vous rappelle, vous n'avez pas tous lu le livre d'Edgar Morin qu'il a écrit en 1946, l'an zéro de l'Allemagne. C'est-à-dire quand à un moment, un secteur est détruit et qu'on se pense, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va ouvrir pour le monde de demain? Et au fond, c'est un peu la situation où on est. Heureusement, la situation est moins dramatique qu'en Allemagne en 1946. Parce qu'on vit, et je crois qu'on n'en a pas bien conscience en France, une des plus grandes tragédies créatrices de l'histoire de l'humanité. C'est inimaginable que 5 milliards d'hommes se soient enfermés chez eux. Inimaginable. C'était jamais arrivé. Qu'on ait retiré 1,5 milliard d'enfants des écoles. Que le tourisme se soit presque arrêté, sauf autour de là où on habite. C'est-à-dire on a développé du tourisme de proximité. On a arrêté l'économie, on s'est enfermé chez nous. 10% des couples se sont séparés. 1 million de ruptures en France. Pareil, le même pourcentage. 2 ou 3 millions de Français ont déménagé. On pourrait multiplier les exemples. Ce qu'on est en train de vivre est inimaginable. Nous, ce qu'on vit, c'est les masses, la pollution, c'est les conflits actuels, évidemment, les manifestations, les vaccins, les enfants. Et on ne se rend pas bien compte à quel point le monde change. Mais demandez-vous ce qu'on pensera de cette époque dans 200 ans. Le fait que l'humanité, d'un coup, a fait corps pour se battre ensemble contre un virus. Tous les pays, toutes les nations, nos scientifiques, nos 276 laboratoires, bien sûr qu'il y a des concurrences et des intérêts financiers, bien entendu, mais fondamentalement, on a trouvé un vaccin, on a trouvé cette solution. On a échangé des masques, on a acheté pour 6 milliards de masques à la Chine, et heureusement qu'ils étaient là pour nous les fournir. On n'a jamais autant travaillé ensemble, et on n'a jamais autant construit des frontières. Et en même temps, on est passé dans un monde numérique et écologique. On a tous appris à communiquer en numérique. On a communiqué avec nos grands-parents. On a communiqué dans les familles, dans l'entreprise. 20 ou 25% des gens vont rester en télétravail. Ils n'habitent plus au même endroit. Ils vont habiter dans les villes touristiques. Parce que les gens qui se déplacent aujourd'hui, c'est le monde des gens qui partent en vacances, ce n'est pas les gilets jaunes. Les gilets jaunes, c'était des gens des lotissements du périurbain, c'était des ruraux profonds, des milieux populaires, différents, des petits patrons, des infirmières.
Là, on est dans un autre processus, c'est les gens du numérique qui se répandent dans le territoire, qui s'installent ailleurs et qui donnent une nouvelle chance à des territoires qui sont ceux du tourisme. Donc on est dans une rupture et on est dans une vague, on est au milieu. Est-ce qu'on aurait tenu ce colloque sans cette vague? Peut-être, parce que le surtourisme était déjà un vrai sujet. Mais il ne faut pas non plus exagérer le surtourisme. Les vacances, c'est le premier bonheur des gens. Quand vous demandez aux Français, est-ce que tu es prêt à travailler plus dans la semaine? Ils disent, bon, s'il faut vraiment. Tu es prêt à travailler quelques week-ends par an? Ah oui, pourquoi pas, mais vraiment, vous êtes sûr? Tu es prêt à réduire tes vacances? Jamais. Les vacances sont devenues le grand lieu symbolique de la liberté, du voyage, de l'amour. C'est le moment de l'initiation sexuelle. C'est le moment, vous savez, où les vieilles personnes se tiennent par la main dans les rues. Des gens de 80 ans. Jamais ils se tiennent par la main, sauf en vacances. Et il faut voir toutes ces dimensions-là pour comprendre ce qui se passe. Les vacances, c'est de l'intrafamilial. 70% des gens se déplacent dans la famille. 70% vont séjourner chez leurs parents, leurs grands-parents. Même les voyages internationaux sont presque pour moitié des voyages intrafamiliaux. Il ne faut pas mélanger. Le voyage et la famille, c'est largement la même chose. Parce qu'il y a deux voyages. Il y a le voyage de découverte. La fois où vous pourrez vous payer d'aller à New York ou d'aller à Londres, c'est déjà moins loin, de découvrir une ville, découvrir une culture, Erasmus. Et puis il y a la transhumance d'été. C'est quelque chose, on va toujours à peu près au même endroit, on fait 500 ou 600 km vers le sud, l'un Français sur deux s'est toujours baigné sur la même plage, parce qu'on a envie de retrouver ses habitudes. On a envie de deuxième maison, pas forcément propriété. On a envie que le boulanger vous reconnaisse. On a envie de savoir si sa petite fille peut aller sur la plage, où sont les courants. C'est ça la vérité des vacances populaires. Et qui effectivement, et Madame la maire l'a bien dit, il n'y a que 50% des Français qui partent en vacances l'été. Mais ce qu'ont fait les Français, beaucoup, c'est d'aller habiter dans les régions de vacances. Alors, bien sûr, ils ne partent pas en vacances, mais ils ont des pratiques de vacances pendant les vacances, des pratiques culturelles, des pratiques de mer, des pratiques de sport. Regardez Paris-Plage. Qui aurait cru que 400 000 personnes iraient au bord d'une rivière imbaignable se faire bronzer tous les ans, pendant souvent 15 jours? 200 000 n'auront jamais d'autres vacances. 200 000, ils se préparent le bronzage pour aller séduire sur les plages. Mais c'est quand même inimaginable. Donc ça veut dire que le tourisme, c'est des gestes, c'est une façon de se parler, de s'habiller. Regardez les shorts. À Sciences Po, moi je peux y aller en jeans. En short, non, les filles peuvent y aller en short. Il me faut une veston noire encore. Hein. Mais enfin, le jeans, il y a 25 ans, c'était pas possible. Toute la façon dont on s'habille, le rapport au corps, le rapport à l'esthétique, à la minceur, tout ça, c'est des choses souvent qu'on a appris pendant les vacances qui sont rentrées dans notre culture. Et Nantes est un bel exemple du tourisme qui rentre dans la ville et qui transforme la ville. Parce qu'on vit dans la civilisation des vacances, on vit dans la civilisation des loisirs, comme on a vécu dans la civilisation industrielle ou comme on a vécu dans la civilisation religieuse. Et c'est pour ça qu'il faut comprendre tout ce phénomène et comprendre comment il fonctionne. Vous savez, le voyage, au début, était une démarche philosophique. Quand on est parti au XVIIe, XVIIIe siècle, au fond, les élites, on leur disait, avant le monde monarchique, avant le monde chrétien, il y avait déjà des civilisations extrêmement élaborées. Mais il n'y avait pas Thalassa, il n'y avait pas la télé, et donc les gens sont allés à Rome, ils sont allés en Grèce, ils sont allés en Égypte, pour voir si c'était vrai qu'il y avait des œuvres artistiques, qu'il y avait des souvenirs, qu'il y avait des traces. Et donc c'est comme ça que ça a commencé. Et puis en voyageant, ils ont découvert la nature au 19e, notamment évidemment la Côte d'Azur, découverte par les Anglais, qui passaient devant en bateau. Ils descendaient, vous savez, on descendait par la vallée du Rhône pour aller en Méditerranée, pour aller à Rome. On passait donc devant Nice, et puis on voyait les paysages ensuite. Et c'est comme ça que petit à petit, on a élargi. Puis après, on a élargi le tourisme au corps, aux stations, à toutes ces choses-là. Et puis, petit à petit, le tourisme est devenu populaire. Mais après la guerre de 14-18, parce que les gens avaient peur. Vous savez, dans les milieux populaires, le temps libre, c'était soit la maladie, soit le chômage. Et donc, c'est pour ça que quand on a donné les congés payés en 1936, on appelait ça la semaine des 7 dimanches. Parce que c'était une notion que les gens pouvaient percevoir dans les milieux populaires. Et on a fait souvent des grandes manifestations pour que les gens des villes, par exemple à Strasbourg, il y a une grande manifestation pour monter à la Schlourte, où il y avait le syndicat et l'évêque. Et parce qu'il fallait occuper ce temps vide qui n'était pas la maladie ou qui n'était pas le chômage. Il fallait construire mentalement ce temps qui venait des élites aristocratiques qui, elles, n'avaient jamais travaillé. Elles ne connaissaient pas l'alternance travail-pas travail. Ça s'est construit dans l'entre-deux-guerres et ça a été très difficile. Et donc, il faut comprendre cette construction du temps et se rappeler qu'en 68, il y avait 60 millions de touristes internationaux. On est à 1,5 milliard. Et sans la pandémie, on serait sans doute très vite arrivé à 2 milliards. Et donc, si vous voulez, le tourisme a saisi la planète. C'est presque un humain sur 4 qui va dans un autre pays que le sien.
sans compter tous ceux qui se déplacent dans leur propre pays. C'est des chiffres absolument inimaginables. On a donné les chiffres, je n'y reviens pas, sur la part économique. Mais vous savez, je discutais l'autre jour avec des responsables du Rwanda. Ils me disaient, vous ne vous rendez pas compte, statistiquement, on n'existe pas dans le tourisme. Mais nous, c'est quasiment notre seul revenu. Un de nos seuls revenus, parce qu'au Rwanda, il y a aussi d'autres activités à côté. Donc, il faut bien voir aussi ça sous l'œil dans l'autre sens, c'est-à-dire dans des pays très pauvres, ça joue un rôle absolument déterminant. Alors, bien sûr, tout ça a redessiné les territoires. Vous savez, c'est un peu comme les cathédrales. Autour de Paris, on dit les villes cathédrales. À une époque, il fallait une cathédrale pour se développer, pour être visible. Mais nous, au fond, pour être attractifs, c'est le rôle du tourisme. Le tourisme, c'est un phénomène de mise en désir des territoires, qui est aussi une forme de standardisation. Parce qu'on dit, voilà, le Pays Basque, il est comme ça. La Provence, c'est des tuiles rondes. Et après, tout le monde doit s'y codifier. Donc, il y a aussi une forme de codification. Mais c'est une extraordinaire mise en désir des territoires, normative. Et ensuite, l'économie va se glisser dans ce désir. Et si vous regardez les villes du monde qui se développent depuis, je ne parle pas des villes industrielles, de la période industrielle, les villes actuelles, ce sont généralement des grandes villes touristiques qui vont attirer l'économie high-tech, y compris parce qu'on a construit des trains, on a rentabilisé le TGV, on a construit des hôpitaux, évidemment pour quand il y a des touristes. Regardez en France, la première vie des villes comme Nice, grâce à Sophia Antipolis, ce n'était pas le niveau intellectuel moyen des élus niçois. Ensuite, vous avez Montpellier, puis après vous avez évidemment Mantes, vous avez Bordeaux plus récemment qui s'est mis en route. C'est-à-dire qu'il y a toujours ce lien entre mise en désir, attraction de certains groupes sociaux, développement d'activités non polluantes, et on est là-dedans en plein, parce que le télétravail va développer des activités non polluantes. Et le télétravail renforce des villes un peu moins chères, j'allais dire. C'est plutôt Angers, ça va être Laval. C'est-à-dire que, par exemple, il y a à peu près 430 000 Parisiens qui ont quitté Paris pendant la pandémie. Ils sont allés dans des villes de résidence secondaire. Il y a à peu près, on estime, 2,5 millions de Français qui sont en train de déménager. On a vendu 800 000 maisons l'année dernière. Tous ces chiffres sont discutables, on verra à la fin. Mais là où c'était un peu moins cher, donc le long des voies de chemin de fer, à moins d'1 heure des grandes villes. Et au fond, les très grandes métropoles risquent de devenir, et ce n'est pas négatif, au fond des lieux secondaires au sens était la résidence secondaire, c'est-à-dire qu'on va y aller de plus en plus nombreux, 2 ou 3 jours par semaine. À Paris, on est en train de réfléchir à construire des modes d'habitat où vous aurez un petit appartement 2 jours par semaine avec vos affaires, et puis le week-end, ça servira aux touristes, mais on enlèvera vos affaires, vous reviendrez, on aura réinstallé vos affaires, etc. C'est ce mythe de la ville à temps partiel qui est en train de se construire. Donc c'est pour ça que c'est compliqué de penser le tourisme, parce que ça a fondé le territoire de nos sociétés modernes, ça a fondé nos gestes, ça a fondé nos vêtements, nos musiques. Et donc, au fond, c'est la deuxième peau du monde, on pourrait le dire comme ça, c'est devenu la deuxième peau du monde. Alors, avec des excès, avec des surpressions, évidemment. Mais vous savez, déjà au 19e, les voyageurs se moquaient des touristes. Les voyageurs, c'était honorable. C'était les gens bien, quoi, qui voyageaient dans les bons hôtels, qui connaissaient les codes, etc. Souvent, d'ailleurs, ils envoyaient l'année d'avant leur valet faire le voyage pour que le valet puisse dire comment il faut s'habiller quand on arrive à Venise, qu'est-ce qu'on doit faire, effectivement, quand on arrive à tel endroit. Ça, c'était le voyage élégant, puis il a été copié par des enrichis. C'est ça, les touristes. Hein. Le mot a toujours été négatif, et si on vous traite de touriste pendant votre boulot, ce n'est pas vraiment un compliment. Le mot reste négatif. Mais derrière, il y a cette transformation du monde, derrière, il y a ce développement des pratiques populaires, et puis derrière, il y a la retraite. Parce que la retraite aujourd'hui, c'est vécu comme des grandes vacances. Et donc, la retraite, les gens la prennent souvent là où ils ont été le plus heureux en vacances, ou là où ils étaient avant. Donc, quand on parle d'économie touristique, on entraîne l'économie high-tech, et derrière, on entraîne l'économie de la retraite, c'est 25% du PIB. Et tout ça fait système. Et une ville qui n'a pas de touristes n'attire pas de retraités. Et donc, du coup, on a toutes ces spirales. Et donc, c'est très compliqué de les délier, de les penser les unes sans les autres, et de réfléchir à la transformation. Voilà, je voulais vous dire ça un peu au début, parce que, bien sûr qu'il y a du surtourisme, mais il y a aussi des dégâts de l'industrie, qui sont plus graves. L'industrie, c'est 13% de l'emploi. Malheureusement, ça pourrait être un peu plus, ça ne serait pas plus mal. Le tourisme, c'est à peu près 10%. Ça dépend où. En Provence, sur le Côte d'Azur, c'est beaucoup plus important. Dans certains pays, c'est beaucoup plus important. Donc, faisons attention à cette double peau du monde qui redéfinit les bons et les mauvais lieux, qui les rehiérarchise, qui dit que la plage, c'est bien, vous l'avez dit, Madame la maire, les plages, on n'y allait pas. On avait peur. Tout l'imaginaire de la mer, c'était la noyade. C'est pour ça que les marins, souvent, ne savaient pas nager. On préférait se noyer tout de suite. Et donc, ce fait que l'on ait apprivoisé l'eau, on ait apprivoisé la mer, tout ça, c'est des choses, évidemment, qu'on a appris grâce aux vacances et grâce au tourisme. Donc voilà, je voulais m'arrêter là-dessus et dire, le problème, c'est que
on n'a fait pas de politique. On considère que le tourisme, c'est un flux. Alors il faut pousser pour qu'il y en ait de plus en plus. On augmente le voyage à Nantes, on est content, ça fait du chiffre d'affaires, ça crée de l'emploi. Et c'est génial, le voyage à Nantes est la plus belle invention touristique des 20 dernières années. Mais comment on régule? Quand le gouvernement dit on veut 100 millions de touristes étrangers, très bien mon coco, mais 100 millions on les met où? Comment on fait? Comment on les distribue? Comment on construit le monde numérique du tourisme? Est-ce qu'il est scandaleux, si vous voulez aller au Louvre, que vous réserviez une place pour juin 2024? Dans votre vie, vous irez 2 fois au Louvre, vous pouvez très bien aller dans 2 ans. Donc il est clair que la régulation numérique des surpressions va se développer. Et que Airbnb, c'est quand même inimaginable qu'on ne sache pas gérer la surdensité d'Airbnb alors que c'est entièrement numérique. On peut tout contrôler. Empêcher effectivement qu'il y ait 10 Airbnb dans la même maison. Empêcher que ça soit un faux Airbnb, etc., etc. Donc là, on peut faire un énorme travail de politique. D'ailleurs, le ministère du Tourisme est toujours un sous-ministère, alors que c'est incroyable, c'est 10% de l'activité. Moi, j'ai toujours plaidé pour la fusion du ministère du Tourisme et de la Culture, ce que Nantes a réalisé en grande partie. Parce que la question, c'est comment aussi les vacances populaires ont plus de contenu. Il n'y a pas que le bronzage, il n'y a pas que le sexe, il y a aussi la culture, il y a aussi la surprise des enfants dont on leur montrait. Or, petit à petit, on a abandonné cette dimension importante et intensive. Et puis, une chose pour finir, il y a le départ des jeunes des milieux populaires. Et vous savez, les jeunes des banlieues, ils partent très peu en vacances. Or, en vacances, c'est là où on rencontre l'altérité, c'est là où on rencontre l'amour, c'est là où on rencontre le sexe, toutes choses qui leur sont souvent étrangères et qui les mettent à l'écart de nos sociétés, y compris en système de valeurs. Donc pensez vraiment qu'on est dans une civilisation des temps libres qui, du coup, a récupéré tous les gens qui vont faire qui vont pour les grandes fêtes religieuses, qui sont considérés comme des touristes. Toutes les activités qu'on avait, les fêtes du dimanche, les fêtes votives, tout ça est repris. Le tourisme, au fond, reprend les différents temps libres, les carnavals. Toutes ces choses qui étaient dans nos sociétés des temps de rupture ont été réintégrées dans un immense système qu'on observe peu, mais qui finalement est économiquement important et surtout, je pense, culturellement. Au moment où nous sommes battus en commun pour sauver l'humanité de cette tragédie qui a été le Covid, on a sauvé 100 ou 200 millions de personnes, d'après les estimations, au jour d'aujourd'hui. La question demain, c'est comment on se sauve du réchauffement climatique. Le tourisme, c'est ce qui fait qu'on a un commun culturel. Il y a ça aussi. Et puis, il y a des exploitations, des déplacements absurdes. Ce n'est pas la peine d'aller se baigner à 1000 km si on a une plage. Je suis tout à fait d'accord. Mais n'oubliez pas que le commun par la culture que crée le tourisme, si vous avez ressenti une émotion à Venise, si vous avez ressenti une émotion à New York, ou même une émotion à Londres ou à Berlin, cette émotion, elle crée un commun. C'est ça l'humanité. C'est ça qu'il faut défendre. Merci.